Merci à tous. Je suis ravie de commencer l'après-midi et donc je vais essayer de ne pas trop traîner. J'ai compris le message pour qu'on ait quand même une petite pause de 2-3 minutes. Alors moi je suis un petit peu une intruse dans votre milieu, vous allez le voir, parce que je suis une investisseuse entrepreneuse ou entrepreneuse investisseuse, vous mettez ça dans le sens que vous voulez. Mais là où on a un sujet commun, c'est que moi je traite des innovations technologiques et en traitant des innovations technologiques, on arrive sur la prévention de la santé qui est un des sujets récurrents aujourd'hui. Donc, hop. Alors, je pense que vous le savez, hein, vous êtes dans ce milieu depuis bien longtemps. La médecine a progressé depuis la révolution industrielle parce que c'est une science qui s'est toujours nourrie, surtout, et qui continue à se nourrir des dernières technologies. Et nous savons que ces progrès, ils ont irrigué la pharmacie, la biopharmacie, les technologies médicales depuis bien longtemps, et en particulier parce que des startups très innovantes, financées par des investisseurs qu'on appelle les capitaux risqueurs, ont pu voir le jour et se développer. C'est donc bien naturel qu'aujourd'hui, avec la convergence des disciplines scientifiques qui commencent à porter ses fruits, la santé, elle n'échappe pas à la transformation numérique profonde que la société connaît. Et c'est aussi donc des opportunités d'évolution et de changement de paradigme vraiment globaux que l'on peut envisager. Donc on a une véritable révolution de la santé et elle se caractérise, et vous allez voir, et s'amplifie. Alors je suis désolée, les slides sont en anglais, je n'ai pas eu le temps de les traduire, parce que je remplace au pied levé mon associé Bernard Gilly, mais je vais tout vous faire en français, donc ne vous inquiétez pas. Et s'amplifie sous les actions conjuguées de plusieurs facteurs. Et je vais vous les détailler, mais très très rapidement. Donc le premier facteur, c'est que les sociétés continuent d'exiger un accès aux soins toujours plus important. Par accès aux soins, j'entends bien sûr l'accès aux traitements existants, mais aussi aux innovations diagnostiques et thérapeutiques les plus avancées et les plus nouvelles. Il est inimaginable aujourd'hui d'expliquer à des Nord-Américains ou à des Européens qui ne vont pas bénéficier, qui vont être moins bien traités, grosso modo, demain qu'aujourd'hui. Et ce qui est important de prendre en compte aussi, parce qu'aujourd'hui on parle bien entendu de la France, mais c'est que ça devient, sur l'innovation, c'est mondial, et ça devient aussi compliqué dans les pays émergents comme l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, hein, où tous ces pays rassemblés, ça rassemble quand même 4/5 de la population mondiale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que 75% aujourd'hui des études, des coûts de santé dans les sociétés occidentales sont dus aux pathologies chroniques. Et ces pathologies chroniques sont liées, bien entendu, au vieillissement, mais aussi aux habitudes comportementales. Donc ça, ce sont les pathologies cardiovasculaires, le cancer, les maladies neurodégénératives et les troubles du métabolisme. Alors moi j'aime bien une slide, je vous la montre celle-là parce qu'elle est très intéressante. Elle met en perspective justement la situation actuelle et elle montre que finalement les pathologies cardiovasculaires vont porter dans les années à venir, vont représenter une menace autrement plus importante que notamment le terrorisme et la guerre qui pourtant nous interpellent toujours plus et surtout aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte de l'impact de ces maladies cardiovasculaires et c'est assez intéressant de relativiser ça sur les coûts à venir. Alors, derrière, ce qui est assez important aussi, c'est, je parlais tout à l'heure de révolution numérique, et oui, aujourd'hui, elle est là, et elle est véritablement en train de venir, pas que du côté de la santé, mais aujourd'hui, voilà, il y a les mobiles, il y a les smartphones, et les applications se sont développées, mais souvent sur le wellness, donc sur le bien-être. Et ce qui va être très important, c'est justement sa transition pour aller sur le secteur santé, pour que ça ait un véritable impact thérapeutique, diagnostique et sociétal. Je passe vite parce que Mais si vous avez des questions, après, vous pourrez m'interrompre, hein, ou même pendant ou même après. Il ne faudra pas hésiter. Donc aujourd'hui, c'est un peu d'ailleurs aujourd'hui l'enjeu que l'on a dans la santé, c'est le traitement des datas. On a une explosion des datas. Elles sont extrêmement importantes. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on n'a pas la capacité d'analyse en temps réel suffisante pour en faire des outils de diagnostic et de thérapie. Et donc c'est d'ailleurs justement l'écueil, et c'est pour ça que tout le monde s'excite un peu autour des big data, mais on n'a pas aujourd'hui l'intelligence artificielle qu'il faut et qui est nécessaire.
Et c'est pour ça que je dis que tout ça, c'est quelque part une convergence et tout s'allie parce qu'on est en train d'arriver sur cette médecine personnalisée. Moi, j'ai vécu les années 2000 avec tous les investissements dans les startups qui faisaient des génomes. On a cru qu'on allait résoudre et que ça y est, la médecine personnalisée était arrivée. Et en fait, pas du tout. C'était juste le début. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on est capable de faire un génome pour moins de 1 000 $. Donc ça commence à être intéressant. Aujourd'hui, on a les datas. On ne sait pas encore comment vraiment analyser, mais ça devient intéressant. Et donc tout ça est en train de se converger pour se dire, aujourd'hui, les outils sont en train de se mettre en place petit à petit pour arriver sur cette médecine personnalisée, mais il faut qu'il y ait des nouvelles technologies, des startups qui arrivent à les mettre au point pour aller jusqu'au produit et jusqu'aux patients et donc jusqu'au marché. Tout ça dans un contexte où vous avez, bien entendu, et ça vous le savez mieux que moi, une pression du payeur, où il faut en effet arriver à avoir quelque chose qui tienne le coup de façon médico-économique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que le secteur de la santé aujourd'hui n'est plus réservé à la pharmacie ou aux industriels qu'on appelait du medical device. Aujourd'hui, on a des nouveaux entrants, et moi je le vois arriver, vous le voyez aussi dans la presse, hein, les Qualcomm, les Google, les Apple, qui eux arrivent justement par l'analyse des données et qui se disent la santé est un formidable marché, donc on veut arriver on veut arriver dans ce marché et profiter des parts de marché. Et bien entendu, il y a un enjeu marketing et financier derrière. Alors c'est très intéressant pour nos technologies, et c'est là où je parle vraiment de convergence, c'est que la santé n'est plus seulement de la petite molécule, c'est vraiment de l'application, du traitement d'informations avec des nouveaux acteurs, et c'est positif, parce que ça veut dire un nouveau dynamisme sur lequel on va pouvoir étendre les marchés et justement faire baisser la pression des coûts. Alors, nous, eBionext, en fait, on s'inscrit vraiment dans cette révolution numérique où on s'est dit, il se passe quelque chose, et donc il faut qu'on s'adapte sur les nouvelles startups technologiques que l'on veut développer dans les prochaines années. Et on s'inscrit dans cette révolution industrielle en disant, on va aussi changer le modèle de financement. Moi, je connais très bien le modèle de financement, j'en fais depuis 19 ans de façon classique. Un fonds classique, il se lève, il voit les startups qui passent, et il essaye de trouver la meilleure initiative. Mais on va quand même dire les choses, c'est quand même surtout un chèque c'est quand même un chèque de banque sur la table. Il va au conseil d'administration tous les 3 mois, etc. Mais il n'y a pas forcément une vision véritablement partenariale. Nous, l'idée qu'on en a eue chez eBionext, c'est de se dire, maintenant, on pose les choses, les cartes sur la table. On veut trouver les meilleures technologies. Ça, c'est notre savoir-faire de l'équipe. On veut pouvoir mutualiser un certain nombre d'expertises pour optimiser le développement de nos entreprises. Et du coup, on va rassembler ces entreprises dans le même endroit. Et on va rassembler les expertises, que ce soit de la préclinique, de la production, de la propriété intellectuelle. On veut avoir les meilleurs sur nos sociétés. Et le fonds, finalement, il arrive derrière. Il n'arrive pas avant, il arrive après. C'est-à-dire qu'il arrive sur un portefeuille qualifié, qui est connu depuis 2-3 ans, qui est optimisé côté opérationnel et entrepreneurial. Et du coup, on a dérisqué, optimisé, et on arrive pour mettre l'argent seulement sur la croissance. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de recréer des leaders en France, parce qu'il n'y en a plus. Dans le secteur de la santé, tout est parti aux États-Unis, ou alors on se fait racheter maintenant les startups par la Chine. Pourquoi ? Parce qu'on a de temps en temps une tendance à vouloir disperser, à vouloir investir des petits tickets dans plein de sociétés. Et on a cette aversion au risque, on se rassure en faisant des portefeuilles de 15-20 sociétés. Nous, on a dit stop, non. On veut agir non pas au hasard, on veut travailler nos sociétés, on arrive derrière, il y en aura seulement 6 ou 7 dans le fond, et par contre, on met le paquet. Parce qu'en mettant 15-20 millions d'euros par société, on est capable de recréer des leaders en France, et c'est des leaders qui vont rester. Et on va recréer de la valeur, et recréer un écosystème vertueux entre les investisseurs dans les fonds, le fonds qui investit dans les startups, le startup qui développe des produits, les produits qui arrivent sur le marché, qui vont aux patients et qui sont pris en charge dans le parcours de soins de la santé. Oups, j'ai perdu, il est là. Alors, tout ça, c'est beaucoup de... Alors, bon, ça, on le fait... c'est quand même 2 mots sur l'équipe, parce que c'est toujours des histoires humaines, ces aventures. Ce qui est assez important, c'est en effet, c'est le fonds, donc c'est pas un fonds institutionnel. Il est organisé de façon opérationnelle et entrepreneuriale. On a des liens très forts en amont avec la science, les meilleurs laboratoires et les nouvelles technologies. On va essayer ce que j'appelle de flairer, d'identifier et de travailler avec les chercheurs, peut-être dans un temps pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe en fait. On prend notre temps avec ces chercheurs-là, on essaye d'aller plus loin dans les laboratoires et d'arriver à amener des produits un peu plus matures.
Et ensuite, on a toute cette expertise au sein d'Ibionext, dans les startups qui sont déjà créées. Aujourd'hui, il y a 160 personnes qui couvrent toutes ces expertises, préclinique, production, réglementaire, et on va mettre le meilleur au profit de chaque société. Donc l'équipe de gestion, c'est une très petite équipe, parce que finalement, on est plutôt des chefs d'orchestre de toutes ces parties entre elles. Je vais arrêter de parler du fond parce que je pense qu'il y a deux exemples et je veux aller sur du concret pour vous. C'est deux exemples justement de sociétés du portefeuille qui sont sur l'innovation de rupture et sur la prévention. TILAC, alors vous avez peut-être entendu parler parce que ça a été repris dans la presse récemment parce qu'en fait ils ont annoncé le lancement de leur essai clinique. C'est We Play, We Care. C'est ce que je disais tout à l'heure, le problème ce sont les maladies chroniques. Je ne vais pas revenir dessus. Vous savez qu'il y a un gros problème, c'est un coût énorme. On a le problème des patients qui ne suivent pas leur médecine, leur traitement. Donc on a un problème de suivi, de diagnostic, de suivi, de gestion des maladies chroniques. Il faut optimiser dans une pression de coûts. Nous, aujourd'hui, on a décidé d'allier justement le digital avec la clinique. Et donc dans l'idée de prévenir, détecter, diagnostiquer et éventuellement la rééducation qui est derrière. Et on a mis ce qu'on appelle les jeux thérapeutiques. Alors vous allez voir la différence entre les serious games, parce que vous allez me dire, mais on a déjà vu des applications. Mais trop souvent, c'est venu sur du wellness, parce que les paramètres qui sont calculés ne sont pas finalement valables cliniquement. Voilà, il faut faire des essais cliniques, il faut avoir une certaine pertinence, etc. Si on veut vraiment être dans le parcours de santé. Sinon, ça reste du bien-être, et on est très content d'avoir ces pas, je pense que tout le monde les a, ces pas, ou la variation de son poids, mais c'est pas ça qui va vraiment aider la personne qui, par exemple, va avoir un infarctus cardiaque ou à une maladie chronique dégénérative. Donc l'idée, c'est de rentrer véritablement dans le soin, dans le parcours de soins avec le docteur, qui va nous prescrire le jeu. Donc on va pas juste sur Google ou Apple Store acheter son jeu. C'est le docteur qui prescrit en disant, vous, patient, j'ai cette solution pour vous. Ça va me permettre de suivre l'évolution de votre pathologie chronique. Alors, j'ai peut-être oublié de le dire, parce que j'ai un petit peu de problème de vision, j'arrive pas à voir. C'est en ophtalmologie, sur notre premier jeu, mais après, on aura d'autres indications. Donc, le médecin prescrit, le patient donc, va rentrer son jeu thérapeutique et il va pouvoir jouer. Mais jouer d'une façon ludique. On a allié le meilleur de la santé digitale, et quand je le dis, c'est vrai, puisqu'on a débauché, en fait, une partie de l'équipe de Gameloft à Madrid. Alors Gameloft, moi je ne suis pas une joueuse, mais certains vont connaître parce que c'est des jeux, je ne serais pas capable de vous sortir les noms, c'est du Candy Crunch-like. Donc c'est des gens qui savent faire ça depuis une vingtaine d'années. On a choisi cette équipe et on lui a dit, écoutez, nous, on a une très forte expertise clinique en ophtalmologie. On sait faire les tests, etc. On sait qu'on veut suivre les patients atteints de dégénérescence de maculopathie. Vous êtes les meilleurs du jeu, on va allier nos expertises. La personne qu'on a recrutée, qui est le manager de cette société, dirigeait 120 gamers, donc des développeurs de jeux. Et en fait, on l'a ramené à Paris. Il était en Espagne, on a quand même arrivé à l'amener à Paris l'année dernière. Et on lui a dit, tu développes ton équipe. Et puis ce qui est très pratique, c'est qu'il a ramené les meilleurs avec lui. Et donc, ils ont développé ce jeu dans lequel on a inséré les tests médicaux, de la même manière que si le patient était chez le médecin. Et puis du coup, ça va être analysé en temps réel. Soit il n'y a pas de déficit visuel ou d'un autre type, et du coup, le patient continue de jouer une fois ou 3 fois, ça dépendra de la prescription qu'il a par le médecin par semaine. Soit il y a une alerte, il est prévenu, le médecin est prévenu, et ils peuvent établir un rendez-vous pour adapter le traitement ou le suivi. Alors, pourquoi le smartphone? On y a été parce que, vous savez, je pense, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. 80% de la population en ont. Et même ceux, parce que vous allez me dire, si on va sur les pathologies chroniques liées au vieillissement, ça peut être des personnes de plus de 65 ans. Mais plus de 40% ont aujourd'hui un smartphone. Et c'est une croissance à 2 chiffres chaque année. Donc, on va être rapidement rejoindre les tranches d'âge inférieures. Donc, c'est le parfait outil, en fait. Ça, je vais passer vite parce que, encore une fois, on est passé du serious game qu'on appelait juste des petites applis, etc., mais qui n'ont pas de validation clinique, à un vrai jeu, à des vrais tests cliniques engendrés dans des vrais jeux. Et je vais surtout vous parler du premier jeu qui est Odyssite, qui a été lancé il y a quelques semaines et qui s'adresse aux dégénérescences donc, de l'œil. Et de l'œil, donc des maculopathies, qui est donc la partie intérieure de l'œil. Et pourquoi? Parce que c'est un marché qui est extrêmement important, qui est évolutif,
qui est silencieux, et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'en fait le patient arrive chez son ophtalmologue, c'est trop tard, parce que si ces photorécepteurs sont détruits, c'est irrécupérable. Donc il est extrêmement important d'avoir un suivi, mais sauf que vous n'allez pas chez votre ophtalmologue tous les 15 jours, et vous savez qu'il faut 3 à 6 mois pour prendre un rendez-vous. Et malheureusement, on perd beaucoup de patients à cause de ça, et le risque, c'est quand même le fait de devenir aveugle, donc ce n'est pas rien. Donc si on part dans ces applications de maculopathie, il y a bien entendu la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui aujourd'hui représente quand même 1,5 million de patients en France, donc ce n'est pas un petit marché. Aujourd'hui, c'est traité par Lucentis, vous allez me dire, mais Lucentis, c'est un protocole qui est complètement... à l'envers de la médecine personnalisée, puisque voilà, c'est toutes les 6 semaines, il y aura une injection, peu importe finalement la dégénérescence qu'a subi le patient. Donc c'est absolument pas adapté au suivi du patient, c'est juste que ça a été protocolisé comme ça, et que personne ne remet ça en question. Donc il y a un véritable enjeu justement pour optimiser ces pathologies-là. Alors, le jeu, il existe, je n'ai pas amené l'iPad, mais aujourd'hui c'est un vrai jeu avec une petite fille qui s'appelle Iris qui va donc cheminer dans son jeu avec beaucoup de niveaux. Donc elle va monter de niveau. Donc c'est extrêmement personnalisé parce que si la personne n'arrive pas à franchir certains niveaux, on ne va pas lui dire qu'il est nul. Donc seulement on va juste mettre des niveaux légèrement plus hauts, mais on ne va surtout pas la décourager. Et si la personne arrive à franchir des étapes, elle a toujours des étapes de plus en plus importantes, ludiques, qui font qu'elle a envie de revenir. C'est un petit peu le principe. Et à des moments donnés, le test va s'insérer et si la personne veut passer à l'étape d'après, elle sera obligée de faire son test. Et là, l'analyse, les datas vont être recueillis, analysés et envoyés si besoin est, s'il y a une alerte. Et en tout cas, il y aura un dashboard, donc il y aura un véritable suivi de l'évolution des datas du patient plusieurs fois par semaine. Donc ça, j'en ai déjà parlé, c'est prescrit par le médecin, etc. C'est un jeu intelligent évolutif. Qui va révéler justement les désordres avec... alors le premier jeu, c'est sur une histoire de puzzle, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes justement de cet âge-là qu'on cible sur la première indication au-delà de 60 ans aiment bien les puzzles. Donc en fait, on s'est adapté aux patients, mais on a la possibilité de faire énormément d'autres jeux. Et d'ailleurs, c'est l'objectif, puisque derrière l'ophtalmologie, on voudrait aller en neurologie et en psychiatrie, puisqu'on voudrait suivre les dépressifs, parce que pareil, le dépressif, il n'y a pas un médecin qui est derrière lui lorsque ça va mal. Par contre, s'il est en train de jouer et qu'on détecte qu'il est en alerte, il est en souffrance, le jeu peut le maintenir son éveil, lui dire « t'es pas seul », interagir. On peut prévenir la famille, on peut prévenir les médecins et éviter qu'une catastrophe arrive. Derrière, on a beaucoup d'autres choses, puisque c'est aussi les troubles d'hyperactivité, ça peut aussi être la bipolarité. L'intérêt de cette plateforme de TILAC, c'est aujourd'hui on a commencé sur l'ophtalmologie, mais en fait on a la capacité avec l'équipe qu'on a mis en place de développer une application clinique par an. Donc vous voyez, ça va aller extrêmement, extrêmement vite. Et à chaque fois, c'est validé cliniquement. J'insiste parce que le premier test, il va être validé là sur 60 patients, avec l'Institut de la Vision notamment. Et donc on aura véritablement un claim médical. Et ça, c'est très, très important pour nous. L'autre exemple, c'est ChronoLife, où on est pareil sur de la prévention. Et en fait, on a, chez Bionex, on a la chance de travailler avec les meilleures équipes du neuromorphisme. Alors le neuromorphisme, c'est la façon dont fonctionne le cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des algorithmes, ils traitent les éléments, mais ce que je dis, c'est qu'en fait, les éléments sont traités tous de façon séquentielle, alors qu'en fait, il faudrait juste détecter les éléments pertinents. Et c'est l'extraction de données, la fusion de données et l'analyse de données intelligentes qui pêchent dans la plupart des algorithmes aujourd'hui. Parce que notre neurone, il ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui arrive vers moi et qui me balance son poing dans la tête, malgré toutes les informations que mon cerveau a en permanence en vous regardant, je vais l'esquiver. Donc j'ai juste l'information la plus pertinente et la plus critique pour ma survie qui permet à mes neurones de traiter l'information en local. Et en travaillant avec ces équipes, et quand je parlais de convergence tout à l'heure, c'est très important, parce que c'est des équipes de mathématiques appliquées, on a commencé à comprendre comment fonctionnait le cerveau, le neurone à son niveau local. Parce que c'est la même chose sur un ordinateur. Il est en train de faire analyse, mémoire, mais dans notre cerveau, ce n'est pas d'une zone à une zone à une autre. C'est en permanence sur les mêmes neurones. Donc ça, on a été capable de le reproduire avec des équipes. Il y a très peu d'équipes dans le monde qui travaillent avec ça. Et la question qu'on a eue derrière chez Bionex, c'est de se dire, bon, on a cette connaissance. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse chez Bionex, c'est le patient. Où est-ce qu'on peut mettre ça ? Eh bien, si on avait
des capteurs, parce que les capteurs, ça existe, ça c'est pas très difficile, qui étaient capables de détecter un certain nombre de données physiologiques pour suivre l'évolution et prédire des événements tels qu'un infarctus cardiaque. Là, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'il faut savoir que les insuffisants cardiaques, enfin celui qui fait une crise cardiaque, il ressort de l'hôpital, bon, il est traité, il s'en sort, il a de la chance. Il ressort de l'hôpital, il a une épée de Damoclès. Il ne sait pas à quel moment ça va arriver. Et pourtant, dans 65% des cas, ça va arriver dans l'année qui suit. Donc c'est extrêmement important. Donc ce qu'on a imaginé, ce qu'on a mis au point, parce qu'on l'a imaginé il y a quelques années, maintenant c'est au point, c'est de se dire on va détecter un certain nombre de paramètres physiologiques, mais pas seulement l'électrocardiogramme. Les capteurs, c'est facile. Ce qu'on veut, c'est avoir une signature d'un ensemble d'éléments. Donc ça va être l'électrocardiogramme, ça va être l'impédance pulmonaire, ça va être, ça je vais passer, c'est sur l'algorithme, je pourrais passer, hop, ça... On va être, voilà, donc sur l'activité physique, la respiration, la température. Donc on a un ensemble de capteurs et surtout on a cette analyse neuromorphique qui va nous permettre de nous dire qu'on a un pattern. Ce pattern, il est unique par personne. Et la façon dont il évolue va vous dire si vous allez avoir une crise cardiaque ou pas. Donc s'il évolue de façon synchrone parce que vous dormez, etc., il n'y a pas de souci. Je veux dire, la personne a le droit de dormir. C'est pas ça qu'on est en train de chercher. C'est véritablement le moment où le cœur va décompenser. Et ça, on a été capable de le démontrer aujourd'hui chez l'animal. Donc, on a fait des preuves de concept et on est en train de passer chez le patient, pareil, pour faire un essai clinique et que ce soit reconnu et intégré. Donc, imaginez que demain, vous allez avoir nous on l'a appelé le Diagware. Donc, la personne sort de l'hôpital, a son t-shirt à 1 000 €, donc c'est absolument rien en termes de prévention. Et à n'importe quel moment, elle sera reliée à son mobile et elle saura si elle est en risque ou pas. Et on sait que si elle a le temps d'aller aux urgences et d'être traitée à temps, on pourra éviter un nouvel infarctus cardiaque. Ça, c'est la première application. Et derrière, on a une deuxième application qui est l'épilepsie. Parce que vous savez que les patients épileptiques, ils n'ont aucun moyen de prévoir la crise. Et lorsqu'ils tombent, ils se fracassent le visage, ils se noient, ou ils se font écraser. On ne sait jamais à quel moment ça va arriver. Si vous êtes capable de détecter la survenance d'une crise épileptique quelques minutes avant, non seulement il peut prendre déjà aujourd'hui, il y a des solutions sublinguales pour peut-être éviter la crise, et il peut au moins se coucher et éviter des conséquences dramatiques. Donc cette intelligence, on est en train d'ouvrir un nouveau pan de l'intelligence neuromorphique qui va pouvoir aller sur des solutions. Patient. Je passe vite, parce que je ne me rends pas compte de l'heure, mais je pense que je passe vite. Alors, il vous reste 5 minutes. En fait. 5 minutes, ouais, c'est bien. Alors, j'étais vraiment vite. Alors, ce qui est très important, c'est pour faire des innovations technologiques, il y a plusieurs choses. Il y a bien entendu la technologie. Toutes les technologies dont je vous parle, TLAC, Chronolife, à chaque fois il y a la propriété intellectuelle, parce que sinon on ne peut pas créer une société et se battre sur le marché. C'est bien entendu l'équipe. Et ça, c'est Bionex, c'est entre les experts scientifiques d'amont que je vous ai montré et Laval, en disant nous on prend les meilleurs et on les mutualise dans le même passage. Toutes nos startups sont regroupées passage de l'innovation à Paris-Bastille. Ça permet d'avoir ces meilleures expertises. Et bien entendu, il y a le financement. Il faut arrêter de saupoudrer. Si on a des bonnes technologies, des bonnes personnes, il faut être capable de recréer des leaders en France. Et c'est là où on a créé le fonds d'investissement parce qu'il faut aller vite. Aujourd'hui, si la société TILAC, la société Chronolife ne met pas en place sa solution en 2018-2019, ce qui est prévu, moi je vous garantis qu'en 2021-2022, les Américains et les Asiatiques seraient là avant. Donc c'est important de soutenir ces innovations et en plus nos patients, ils en ont besoin aujourd'hui. Donc aujourd'hui le fonds il est créé, on l'a lancé fin d'année dernière. Aujourd'hui on a eu 80 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes les investisseurs, parce que j'ai à peu près 25 investisseurs qui nous ont rejoints aujourd'hui, ont tout à fait adhéré à ce nouveau modèle. Parce qu'il a un avantage, c'est que c'est dérisqué. Le portefeuille est connu. Il est aujourd'hui de 6 sociétés. Elles sont toutes basées à Paris. À Paris, dans ce passage, la petite photo qu'il y a au milieu, il y a 160 personnes qui travaillent dans les différentes startups, de 22 à 62 ans, véridiques. 22 nationalités, mais ce sont des sociétés françaises. Et on a cette capacité de monter à 15-20 millions d'euros. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a créé surtout quelque chose de vertueux. Donc, sur le côté sociétal, sur le côté santé, etc., mais même sur le côté financier. Parce qu'en fait, tout le travail que l'on fait, on a des actions de fondateurs qu'on donne au fonds, ce qui fait que le fonds, avant même d'avoir clos, est aujourd'hui positif avec un TRI net de 28%, ce qui est complètement
ça n'existe juste pas dans le milieu de private equity, puisque c'est toujours la fameuse courbe en J des fonds de private equity. Et voilà, on trouvait que c'était absolument pas vertueux de donner envie aux investisseurs de revenir dans la santé, alors que c'est important sur le côté santé, et sociétal, économique. Donc on a aussi innové sur le côté financier, et en gardant toujours ce potentiel, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire qu'il faut être là pour se faire de l'argent, parce que si on crée des fonds extrêmement positifs, ça veut dire que les investisseurs reviendront, ça veut dire qu'on pourra mettre des technologies, encore une fois, chez le patient et sur le marché. Donc notre envie, c'est juste, Ibionext, recréer un écosystème vertueux avec vous tous. Voilà, merci. Et merci beaucoup, Alexia. Eh bien, écoutez, vous avez respecté le temps, il reste 2 minutes. Je prends une question dans la salle, si quelqu'un a une question. Je vois que les hôtesses viennent. Allez-y, n'ayez pas peur, non? C'est pas grave, je vais la poser, merci. Oh non, ça va être le pire. Je prévois toujours. Clairement, donc, vous, ce que vous faites, c'est que vous regardez les projets d'innovation tels qu'ils sont, et quels sont les intérêts ou pas d'investir dedans. 2, 3 questions à se poser dès le départ quand on a des gens à qui on présente des projets, justement, quelles sont les 2, 3 questions de base qu'il faut se poser pour savoir si un projet est viable ou pas? Innovation de rupture. Moi, je ne vais jamais sur l'innovation incrémentale. Je ne dis pas que ça ne peut pas être financé, etc. Mais dans notre modèle, c'est l'innovation de rupture et le changement de paradigme. C'est ça qui nous intéresse, parce que c'est notre ADN à l'équipe. Donc, c'est vraiment l'innovation de rupture, c'est qu'est-ce qu'on va changer. Et on profite, c'est pour ça qu'on est vraiment à la pointe et on est toujours en train de parler avec ces laboratoires pour avoir les meilleures technologies. Donc ça, c'est notre dada, j'ai envie de dire, notre ADN. Et du coup, derrière, ça veut dire propriété intellectuelle. Et du coup, ça veut dire des marchés de temps en temps, mais explosifs, parce que quelque part, on décalque tout avec cet enjeu-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant, parce qu'il se passe aujourd'hui dans la santé numérique et la prévention des choses intéressantes, parce que voilà, quand Qualcomm, Google, Apple sont venus voir des sociétés déjà comme Chronage, ils sont en train de taper à la porte, et j'ai envie de dire, mais il faut qu'on réagisse, parce que, très bien, que Google vienne, mais quelque part, ça devrait être aussi des acteurs présents et locaux qui viennent. Mais Google est venu taper à la porte en disant, on aimerait bien savoir ce qui se passe chez Ibionext, on sent que vous faites les choses de façon différente. Donc, on n'hésite pas. Mais, pour que le fonds soit pas à risque, on travaille. Voilà, c'est un peu for free, comme je dis, gratuitement pendant quelques années, mais parce que c'est pas très grave, parce que si ce qu'on dit, d'ailleurs on en est persuadé, va marcher, je vais dire, le fonds sera un succès et chacun s'y retrouvera dans 5-6 ans. Donc on est juste patient avec notre modèle, parce que ce modèle-là, il peut s'implanter, il peut se dupliquer en France et il peut se dupliquer aussi en Europe. Aujourd'hui, ça n'existe pas, alors que ça existe déjà un petit peu aux États-Unis. Il y a 2 fonds américains, Third Rock et Flagship, qui l'ont fait, qui ont compris qu'il fallait aussi considérer l'investissement à des moments donnés de façon un petit peu différente.